messieurs, soyez les bienvenus dans le monde du symbole, à la découverte du monde du symbole, grâce au travail de M. Georges Colleuil. Merci pour être ici et pour nous guider vers notre profondeur. Vous êtes écrivain, psychothérapeute d'orientation analytique, mais vous êtes créateur des outils, des méthodes. Peut-être qu'on pourra commencer avec quelle est la fonction de symbole? Et en plus, est-ce que nous pouvons connaître le réel avec majuscule? Le réel ou la réalité. Voilà. Alors, bonjour, merci, merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être là, à Bucarest, et dans votre émission, Matei. La fonction, c'est très importante, parce que la fonction des symboles, mais aussi la fonction du tarot, parce que bon, le tarot est une sorte de kaléidoscope symbolique. Du scanner. De scanner, oui, tout à fait. Et donc, les fonctions sont multiples. Il y a d'abord une fonction psychologique, un peu comme une forme de photolangage, car les images qui sont inscrites dans le tarot appartiennent profondément à notre inconscient collectif, et que si je médite sur une de ces images, ou si tout simplement je l'observe, peut-être je vais rencontrer des parts de moi-même qui sont dans l'ombre. Peut-être cela va m'aider à résoudre quelques conflits, aussi bien personnels que relationnels. Est-ce qu'on peut prendre une carte pour exemplifier? Oui. Eh bien, je ne sais pas, admettons cette carte qui est une carte très connue du tarot qui s'appelle la roue de fortune. La roue de fortune. Oui. Et vous observez que dans cette image, vous avez à la fois une roue et une manivelle. Une roue qui symbolise probablement tous les mécanismes inconscients et schémas transgénérationnels, tous nos conditionnements ancestraux, d'éducation et autres, et dans laquelle on peut parfois se sentir prisonnier. La manivelle qui se trouve à côté va représenter alors notre aptitude à interrompre ces schémas et à prendre en main notre propre chemin de vie, notre propre destin. Donc, quand cet arcane, cette carte arrive dans un processus, que ce soit un processus psychologique ou même philosophique, car je crois beaucoup à la philothérapie, lorsque cette carte arrive dans le processus, une question se pose, parce que les cartes de tarot ont ce pouvoir d'interroger les gens, plus que de les... répondre à des questions, comme souvent on croit le tarot répond à des questions. Non, les sages ne répondent pas à des questions, les sages posent des questions, le tarot est sage. Et donc une des questions que peut poser cette carte, c'est ça, c'est à quel point en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu es conscient des mécanismes qui te conditionnent, oui, voilà. Qui forment... La compulsion de répétition, toujours compulsion le même. De répétition, conditionnement. Et est-ce que tu as la possibilité, comme dans un avion, d'enlever le pilotage automatique de prendre en main la direction. Et de prendre en main la direction, passer au manuel. Et ça, c'est une question qui ne peut pas laisser indifférent lorsque quelqu'un vient dans un processus thérapeutique.
de travailler sur les mémoires archaïques, les conditionnements transgénérationnels, les schémas répétitifs, et en même temps notre aptitude à prendre en main, manivelle, hein, en latin c'est mani velo, hein, c'est la volonté, la main qui a la volonté, prendre en main notre propre destin, voilà, ou existence. C'est le noyau de ce que s'appelle libre arbitre et notre liberté en fait de choix. Oui, notre liberté de choix est au-delà même de cette notion de libre arbitre, je dirais de responsabilité. De responsabilité. C'est pas vous qui êtes responsable de ma vie, c'est moi, voilà. Et seulement moi. Exactement. Oui. Et ce n'est pas la société qui est responsable de mes problèmes, ce n'est pas mes parents qui sont responsables de mes difficultés dans un domaine ou dans un autre, c'est je vais apprendre à cesser de projeter. Hein, c'est bien ce qu'on dit d'ailleurs sur l'ombre en psychanalyse. Hein. Je ne sais plus si c'est Jung qui le disait ou un autre analyste qui disait si vous voulez connaître votre ombre profonde, ben regardez ce qui vous dérange chez les autres. Oui. C'est très très bon exemple. Oui, ce que je n'aime pas, oui, pas voilà. du tout. Ce que je n'aime pas de manière obsessionnelle, un peu comme une fixation, parce que bon, y a des choses que je n'aime pas, ça va. On a tous des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Mais quand ça devient une fixation et une obsession, je supporte pas tel comportement, tel genre de personne, alors là c'est suspect. Et suspect, et en même temps c'est une chance, parce que c'est l'occasion d'aller chercher en soi ce qui dérange vraiment, et c'est une première porte vers le processus de quête intérieure. Le tarot, ça peut être, dans le monde des symboles, un support très intéressant pour aller à la rencontre de cette part d'ombre. Bien sûr, on peut prendre un autre exemple si vous voulez, je ne sais pas. Oui, mais je vous en prie. Bien sûr, le tarot n'est pas un jeu universel qui donne une définition une fois pour toutes. Chaque arcane prendra un sens par rapport à notre propre recherche de sens, déjà, et puis surtout par rapport à notre vécu. Je prends l'exemple de cet arcane qui s'appelle l'ermite, qu'on peut aussi bien considérer comme une sorte de témoignage de notre solitude, de notre isolement, mais que l'on peut aussi recadrer comme étant un symbole de recherche, de cheminement. Je crois que c'est Montaigne qui disait la solitude, c'est l'amitié avec soi-même. La solitude du chercheur, en fait. La solitude du chercheur, c'est pas l'isolement. Oui, voilà. La solitude du chercheur, cette amitié avec soi-même et puis cette persévérance dans la recherche. Et ensuite, pour passer à un autre stade, avec ce même arcane, qui est le stade de devenir à son tour un guide. Puisque je cherche en moi, je cherche pour les autres, et ensuite je peux servir de guide. Donc vous voyez, un même arcane peut être vécu par certaines personnes comme étant le témoignage de la détresse de leur solitude, mais peut être recadré par le thérapeute comme un chemin vers quelque chose de beaucoup plus social finalement, beaucoup plus social. Oui, c'est très intéressant. La solitude comme condition de la recherche. Condition de la recherche. Et c'est pas facile de changer, de recadrer. Le recadrage, quelles sont les conditions pour recadrer? D'abord, être de nature très positive, d'une nature optimiste et d'aimer les gens. Je crois que d'aimer les gens. Ça me paraît très important. Je ne peux pas recadrer quelqu'un s'il n'y a pas quand même un minimum d'affection pour l'humanité. Alors, je sais que le discours habituel, c'est la neutralité bienveillante, mais je ne sais plus si ça marche encore, ça, la neutralité bienveillante. Moi, je crois que la bienveillance, oui, et l'intérêt aussi pour la vie de l'autre, pour ce qu'il expérimente.
Et puis, le recadrage, ce n'est pas une technique. Ça s'apprend, bien sûr, beaucoup d'écoles qui enseignent la technique du recadrage. C'est au-delà de technique, en fait. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Moi, je me souviens une personne qui était dans un groupe et dont le formateur lui demandait « Est-ce que tu as lu ce livre ?» Et la personne était toute gênée. Et disait « Non, non, je n'ai pas lu ce livre. » Et je voyais dans le regard du professeur une sorte voilà, de mépris. Et après, j'ai pris la parole, moi, et j'ai dit « Tu n'as pas lu ce livre ?» Elle me dit « Non », toujours terrorisée. Et je lui ai dit « Mais quelle chance tu as !» Car il te reste encore la possibilité de le lire. Et tu as des beaux moments de bonheur qui t'attendent. Donc, je crois que, bon, ce n'est pas un vrai recadrage au sens strict, mais c'est une attitude qui consiste à toujours aller chercher dans la relation le moyen de faire évoluer l'autre vers plus de liberté, plus de conscience, plus de joie et plus de responsabilité. Et non pas l'enfermer dans une culpabilité ou quelque chose comme ça. Voilà, je me demande quel est le noyau de la souffrance. Voilà, une attitude très chargée avec de la haine. Comment vous comprenez? Pour moi, la souffrance, c'est l'attente. L'attente. Oui. Souffrir, c'est attendre. 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 La passivité. Non, c'est le manque, le sentiment du manque. Le manque. Lacan disait le manque du manque. Hein, il définissait l'angoisse comme ça. Et puis, j'ai l'impression aussi que la souffrance, que toute souffrance, finalement, c'est une créativité bloquée. Voilà. Je parle de la souffrance morale, la souffrance psychologique. Toute souffrance, c'est de la créativité bloquée. Et tout ce qui peut aider à relancer la créativité chez un être humain, eh bien, peut concourir à cheminer vers l'auto-guérison. Donc, je crois beaucoup à l'art-thérapie, ou en tout cas à l'art comme thérapie. Oui, hein? À l'art comme chemin vers le symbole, en fait. Oui. Le symbole est le relais nécessaire pour le guérison, pour nous guérir. Oui, ne serait-ce que par la définition étymologique du mot symbole. Le mot symbole, ça vient d'un mot grec, synbalein, en grec ancien, qui signifie réunir les deux morceaux de quelque chose qui a été déchiré, coupé en deux. Par le diable. Alors, par le diable, qui, diabol, signifie diviser. Mais moi, je crois qu'il faut dédiaboliser le diable. Hein. Le diable, c'est juste un process, un principe qui consiste à diviser. Un process et pas un être. Pas un être, c'est pas le mal, c'est un process qui consiste à diviser. Mais c'est bien de diviser. Quand vous faites votre analyse de sang, il faut bien diviser pour regarder les globules rouges, etc. Quand vous analysez quelque chose, il faut bien diviser, non? Donc, le principe de division est un principe fondamental. C'est le principe, on dirait peut-être, du cerveau gauche. Mais il y a aussi le principe de réunification, le principe de synthèse, plutôt de cerveau droit, selon la théorie hein, que vous connaissez, qui serait alors de réunir. Et alors là, on retrouve le mot symbole, réunir, réparer. Et donc, tout symbole, c'est qu'un morceau d'autre chose. Un morceau d'autre chose. Un morceau d'autre chose. D'autre chose qui nous échappe, qui est resté quelque part. Moi, je crois que le symbole fondamental, le premier des symboles, le proto-symbole, si on peut parler comme ça, vous savez ce que c'est? Non. C'est le nombril. Oh. Le nombril, parce que c'est la marque et la mémoire du lien à la mer. Et la mer qui manque, bien évidemment. Donc, et puis en même temps, ce nombril, c'est quand même une belle image du yin-yang, non? Oui, oui. Le cordon ombilical. Et dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de civilisations, le cordon ombilical a une dimension sacrée.
Ça ne part pas à la poubelle, hein, comme dans nos hôpitaux occidentaux. Hein. Le cordon ombilical, on l'utilise avec le placenta, par exemple, pour mettre dans les fondations d'une maison qu'on est en train de construire, etc. Ça a une force symbolique de connexion et de reliance avec l'invisible. Et l'invisible, c'est ce qui manque. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque? Dieu, la mer, le féminin, pour nous les hommes, le masculin, l'animal, l'animus. On est bien dans ce processus aussi psychanalytique qu'on appelle individuation, n'est-ce pas, de réunir cette part manquante pour devenir tout simplement soi-même. Je repense à l'ermite, puisqu'on parle de soi-même. L'ermite, dans le lien avec la psychanalyse, je ne sais pas si on peut parler de psychanalyse, mais l'ermite, dans la psychanalyse jungienne, c'est l'archétype du vieil homme sage, qu'on retrouve sous des formes symboliques différentes. Que ce soit le philosophe Diogène, que ce soit le Père Noël, que ce soit Saint Nicolas, tout ce qu'on peut trouver dans l'ermite. Mais derrière tout ça, il y a l'archétype du vieil homme sage, qui est un archétype du soi profond, hein, de l'être profond. Et peut-être que le symbole est une sorte de voie qui nous permet de descendre dans notre caverne intérieure comme une sorte de spéléologue pour aller retrouver les trésors perdus. Voilà. Et donc le symbole est cette passerelle, legatura en roumain qui fait le lien entre une partie de soi et le sentiment de l'absence, la part manquante. Et donc, pour le coup, je comprends très bien que c'est pu avoir un processus thérapeutique, un processus créatif, parce que le symbole est aussi le support par lequel on chemine vers la création. Vous savez, beaucoup de créateurs ont utilisé le tarot, par exemple. Vous savez que Salvador Dali a un tarot. Niki de Saint-Phal, qui est un sculpteur, une femme sculpteur surréaliste, a créé dans la région de Florence une sorte de village constitué par 22 sculptures qui représentent les 22 cartes majeures du tarot. Gérard de Nerval, le poète romantique, écrivait ses poèmes après avoir fait un tirage tarot. Shakespeare connaissait probablement le tarot. Jules Verne aussi. Parce que ce sont des archétypes qui appartiennent à la mémoire collective. Et donc ça inspire énormément, et ça a beaucoup inspiré les surréalistes. Et vous savez que Jacques Lacan a participé au séminaire, aux réunions avec les surréalistes plutôt, et plutôt les surréalistes qui participaient au séminaire de Jacques Lacan. C'est ce lien avec André Breton. André Breton a écrit un livre qui s'appelle Arcane 17. L'arcane 17, c'est l'étoile. L'étoile. L'étoile, la femme nue, authentique. La femme authentique. Voilà. Et c'est très intéressant cette notion d'authenticité, parce que pour moi, le mot authentique est le mot qui remplace le mieux le mot vérité. Et dans nos recherches sur le symbolisme, sur le tarot et autre chose, nous ne cherchons pas la vérité. Nous cherchons l'authenticité et nous cherchons surtout à trouver du sens. Hein, quand on est en travail d'accompagnement ou de thérapeutique ou autre, les personnes qui viennent à la consultation, ils ont peut-être une obsession de vérité. Monsieur Mattei, dites-moi quelle est la vérité. Vous ne pourrez pas lui dire la vérité. Vous pouvez juste lui dire comme on me l'a dit à moi, comme on vous l'a dit à vous. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître la vérité. Ce qui est important, c'est que ce que vous avez vécu ait du sens, prenne du sens. Et que si ça n'a pas de sens, c'est le pouvoir de l'être humain de donner du sens aux épreuves rencontrées. La tragédie, tout ce qui est l'absurdité, c'est ça, la manque, sont les équivalences de la manque de sens, en fait. Oui,
Et pourquoi? Parce que dans la tragédie, on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer par la mort, et après, il n'y a plus rien. Et s'il y a quelque chose, c'est pire, c'est la damnation éternelle. Donc, la tragédie enferme la réalité entre deux limites. Et donc, c'est l'absence de sens. C'est ce que Camus disait. Hein. La meilleure façon d'échapper à l'angoisse de l'absence de sens, c'est la révolte. C'est la révolte contre l'absurde de la condition humaine. Donc, mais après la révolte, il y a quelque chose en plus. Bah, la révolte donne du sens à l'action. Même s'il n'y a rien après, peu importe. Il faut imaginer Sisyphe heureux, hein, disait Camus. Sisyphe, oui. Et tu montes ton rocher jusqu'au sommet de la montagne, puis quand le rocher arrive au sommet de la montagne, il tombe de l'autre côté. C'est absurde. Et tu redescends chercher le rocher, et tu le remontes au sommet de la montagne. Et Camus disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire, même si... c'est comme l'alpiniste, comme le promeneur. Le but, c'est pas toujours d'atteindre le sommet de la montagne. Le but, c'est surtout le chemin. Le chemin. Voilà, parce que si on n'atteint pas le but, alors c'est quoi? Et s'il n'y a rien après le but, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, c'est dans le cheminement lui-même que se trouve le but. Enfin, ce que je crois avoir compris maintenant, c'est peut-être beaucoup plus complexe que cela. Peut-être que c'est le moment de parler un petit peu de votre cheminement. Vous étiez prof de philo dans la région de Nice, Cannes, d'où vous êtes originaire. Oui. Voilà. Vous travaillez dans tout le monde maintenant avec le référentiel de naissance. Oui. Et il y a 10 000 personnes qui se trouvent à la découverte des profondeurs grâce à votre méthode. Oui, depuis 30 ans. Hein, bon, c'est pas beaucoup, 10 000 personnes, mais c'est un travail exigeant qui demande beaucoup d'études, de recherche. Mais c'est vrai que le référentiel donc, de naissance, ce n'est pas qu'un outil, vous voyez, pas uniquement un outil psychologique, c'est aussi une démarche personnelle. Parce que les cartes de tarot, vous savez, représentent, bon, il y en a beaucoup, il y en a 78, et chaque carte représente une étape dans l'évolution d'un être humain. Et quand on regarde un processus, il y a plusieurs protocoles qui existent, eh bien, c'est une des questions qu'on peut se poser, où j'en suis aujourd'hui? Où j'en suis aujourd'hui. Et à partir de cette réflexion sur le bilan de ma vie, je peux, par exemple avec 3 cartes, c'est pas de la voyance, c'est un protocole. Première carte, qu'est-ce que j'ai accompli? Deuxième carte, où j'en suis aujourd'hui? Et troisième carte, quelles sont les portes qu'il me reste à ouvrir? Et donc, à travers un protocole comme celui-là, eh bien, on a la possibilité vraiment de se positionner. De s'inscrire dans le temps. De s'inscrire dans la ligne du temps, exactement. De s'inscrire dans le temps. Et c'est très, très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment le tarot et le référentiel est un moyen d'inscrire l'individu dans le temps, dans son histoire. À partir de sa date de naissance. À partir de sa date de naissance, selon des calculs inspirés de la Kabbale, inspirés de la numérologie sacrée, pas de la numérologie des magazines, de la numérologie pythagoricienne par exemple, la science des nombres, ce que j'appelle. Et à partir de là, un certain nombre de calculs permettent de constituer une charte, une sorte de thème. Il y a de la mathématique ici, de la rigueur. Oui, parce que c'est un travail sur la structure. Ah, c'est la structure. C'est un travail sur la structure. Le temps suppose une structure. Le temps, la structure, voilà. Le temps et l'espace. L'espace, oui. Les deux. Et c'est pour ça que le référentiel, il se présente sous la forme d'une croix. En fait, sous la forme d'une étoile. Il y a une verticale, une horizontale et 2 diagonales. Donc, c'est une étoile. Et on a dans cette étoile la rencontre de l'espace et du temps.
Le temps, eh bien, je vis dans un siècle, je vis au XXIe siècle, je ne vis pas au XIXe siècle. Souvent, quand on travaille le tarot, on utilise des clichés qui remontent aux clichés du XIXe siècle. Je dis non, nous avons un tarot citoyen, un tarot par ses symboles, adapté à la condition humaine aujourd'hui. Et puis l'espace, parce que je vis, voilà, je vis en France, vous vivez en Roumanie, avec nos conditions sociales, nos conditions d'existence, qui sont légèrement différentes. Je peux vivre dans un pays arabe. J'ai créé d'ailleurs le tarot de Marrakech pour favoriser l'expression et la parole de personnes qui font un travail thérapeutique marocain ou autre. Et on dit toujours, oui, ils ne s'expriment pas sur eux-mêmes, mais ce n'est pas vrai. Il faut leur donner le support de parole et l'expression vient. Hein, l'expression vient. Donc, un espace et un temps. Donc, si nous cherchons à travailler notre propre structure, ce n'est pas uniquement pour devenir rigide. C'est pour une rigueur, et c'est dans cette rigueur qu'alors on peut développer une poésie de vie, une poésie de la vie, une sensibilité, voilà, une sublimation de nos instincts affectifs, etc. Il y a les deux, c'est-à-dire il y a à la fois la structure et en même temps il y a la transparence. C'est pour ça que j'aime bien le symbole du cristal, le quartz, parce que le symbole de structure et transparence. Il y a les deux, il y a la structure, il n'y a pas plus structuré qu'un cristal. Puis en même temps, c'est la transparence. Et donc, on y trouve bien à la fois notre psychologie, voilà, et puis en même temps, notre spiritualité. On peut le dire un peu comme ça. Oui, oui. Structure, à la même fois, la créativité. C'est difficile de faire, d'être dans cette dynamique, d'être en équilibre. Parce que si la structure manque, on ne peut pas être créatif, on ne peut pas vivre en fait. Et si la structure devient fermée, la vie se ferme aussi. Ben oui, c'est-à-dire trop de structure, c'est de la rigidité, c'est la sclérose. Pas assez de structure, c'est une fusion qui peut être effectivement dangereuse. Bon, il y a un processus d'inscrire dans le temps psychique, dans le temps de la créativité. Ça veut dire que le changement, ce n'est pas comme ça, synchrone. Nous avons besoin de temps. Comment vous voyez le changement, en fait? Le processus, à partir d'une science de référentiel. Par exemple, on a un arcane qui symbolise le changement, la transformation, c'est cet arcane-là. Alors les gens ne l'aiment pas trop, ils en ont un petit peu peur. En fait, est aussi brûlé. Oui, mais c'est une coïncidence. Ah, voilà. Et donc, cet arcane, voilà, on dit c'est la mort, on dit etc. Mais finalement, cette carte, elle a une particularité. C'est la seule carte du tarot où il n'y a pas de nom. La mort n'a pas de nom. Mais c'est pas la mort. Voilà. Ah, c'est pas la mort. C'est pas la mort. C'est un arcane où il y a un squelette, voilà. Où il y a un nombre, c'est le nombre 13. Mais 13, c'est quoi 13? Sur une horloge, quand on dit 13 heures, c'est bien que l'horloge a fait, j'étais allé jusqu'à 12. 12. Il a accompli un cycle. Et on recommence un nouveau cycle. Donc ici, on est vraiment dans la symbolique de la Renaissance. La Renaissance. De la transformation. D'accord. Nous avons un squelette. Donc si c'est un squelette, c'est une structure. Et ce squelette, il a une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, c'est un épi de blé. Et l'épi de blé, c'est pas du tout le symbole de la mort, hein. Bien au contraire. C'est le symbole de la vie. Et ça fait un lien avec Osiris, qu'on appelait le dieu du blé. Un dieu civilisateur dans la mythologie égyptienne. Et surtout, cette carte n'a pas de nom. Donc, dans le processus
avec le référentiel ou dans d'autres protocoles, quand on travaille sur cette carte, la vraie question, c'est de savoir, mais qui je suis? Quel est mon nom? Comment je m'appelle vraiment? Et surtout, quel est le sens de mon nom? Quel est le sens de mon Le nom? vrai nom. Du vrai nom. Oui. Et peut-être aussi l'étymologie. Vous vous appelez Georgescu et moi Georges. Voilà. Nous sommes tous les deux sur la même étymologie. Mhm. Ce sont les laboureurs, ceux qui creusent le sillon. C'est ça le sens. Georgos en grec, hein, le paysan, le laboureur, qui prépare le terrain, qui creuse le sillon. Donc, on est sur une réflexion sur la notion d'identité, de programme à travers nos noms et nos prénoms. Et c'est à partir de cette réflexion sur qui je suis vraiment, donc on est en pleine philosophie, qui suis-je? Qui suis-je? C'est à partir de cette question sur le qui suis-je qu'alors peut commencer à se transformer. Non pas se transformer dans le changement pour être différent de ce que je suis, mais se transformer dans ce changement temporel pour devenir ce que je suis. Donc vous voyez, on a aussi dans le tarot l'illustration des grands concepts de la psychologie et de la philosophie. C'est pour ça que j'aime le tarot. Voilà. Alors, pour une séance de référentiel, 1 heure et demie, le temps est très bien cadré. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? La séance pourra se prolonger dans des rencontres thérapeutiques? Oui. Alors, en toute liberté, à la fin d'une séance, on demande au consultant si vous souhaitez revenir. Vous m'appelez, vous me téléphonez, on reprend rendez-vous si vous souhaitez travailler sur autre chose. Ce n'est pas une contrainte thérapeutique. Voilà. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que comme le tarot est un support créatif, eh bien, on peut proposer aux personnes à la fin d'une séance de faire des exercices. Par exemple, de raconter une histoire à partir de 2 ou 3 arcanes sur lesquels on peut s'appuyer comme support. Alors, on peut donner une structure. Par exemple, cette carte, ça va représenter ta mission. Imagine que tu es un héros dans un conte. Cette carte va représenter ta mission. Voilà, je prends au hasard la mission, le maths. Peut-être une mission de cheminer vers la liberté, de trouver un espace de liberté pour soi. Ça, par exemple, c'est ta mission, la mission des pèlerins, des cheminants. Voilà, le chien. Le chien, peut-être que tu ne dois pas te laisser retenir par les instincts archaïques et qui même me suivent. Que de toute façon, ceux qui veulent m'empêcher d'avancer, ils vont avancer avec moi. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, par exemple, la personne va réfléchir sur la notion du maths par rapport à une mission, puis je vais lui dire, tu as une mission, cette mission, pour l'accomplir, tu as besoin de ressources, d'armes, comme tu es le héros d'un récit, quelles sont les armes dont tu disposes? Alors, on va choisir... admettons, je dis vraiment ça comme ça, la force. Donc tu vas trouver ton lion intérieur. Et donc tu vas reconstruire ton histoire par rapport à l'idée du lion intérieur qui dort en toi et qui n'attend que de rugir. Peut-être, je ne sais pas. Ça peut être une idée. Et puis en même temps, d'imaginer que pendant ta quête, tu vas rencontrer des démons qui vont t'empêcher d'avancer. Alors, admettons que ce soit cette carte, l'impératrice. Impératrice démon, voilà. Oui, pourquoi pas, parce qu'en psychanalyse, c'est quand même l'arcane de la mauvaise mère. C'est-à-dire celle que l'enfant n'a pas encore, quand il n'a pas encore réussi le clivage, vous savez, la bonne mère et la mauvaise mère, donc la femme distante qui ne permet pas la fusion. Fonction paternelle de la mère, enfin bon. Et c'est un oiseau là-bas? Oui, c'est un aigle. Un aigle qui est un symbole. Alors, c'est très intéressant parce que vous savez que dans le tarot, vous avez une influence alchimique.
Et dans l'alchimie, l'aigle est le symbole de la sublimation. Or, voilà encore un terme qui fait le lien entre l'alchimie et la psychanalyse, puisqu'on parle bien de sublimation dans la psychanalyse. Et l'alchimie, ben, c'était la psychanalyse qu'on avait au Moyen-Âge. Oui, toujours la même savoir, dans d'autres mots, d'autres symboles, pour garder le symbole vif. Exactement. Oui. Monsieur Georges Colleuil, peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur votre relation avec la Roumanie. Ah. C'est très étrange ma relation avec la Roumanie parce que je ne sais pas pourquoi j'aime ce pays. Je suis venu ici la première fois il y a 3 ans, 3 ans je crois, avec la représentante du rap en Roumanie qui s'appelle Claudia Savu. Et nous avons commencé à faire des conférences. Elle va traduire votre conférence ce qui soir. se passe à Spiroheid, à l'université de Spiroheid. Voilà. Et donc, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose à faire avec la Roumanie. Mais je ne connais pas l'histoire, pas comme tout le monde, quoi. Et puis, je me suis souvenu que quand ma grand-mère est décédée, elle m'a transmis un grand paquet. Et je ne savais pas ce que c'était ce paquet, alors je l'ai ouvert et dedans il y avait un ensemble, vous savez, des actions en bourse du royaume de Roumanie. Le royaume de Roumanie. De banques, de pétrole, je ne sais pas, de chemin de fer, je crois, enfin bon. Et je me disais, mais pourquoi ma grand-mère, elle a ça? Nous avons, nous, des origines diverses, mais pas du tout de Roumanie. Et alors j'ai appris comme ça, petit à petit, des petits secrets de famille qui se sont révélés, que ma grand-mère avait une grande passion pour la Roumanie. Mais alors, pour quelle raison, je l'ignore totalement. En tout cas, elle m'a transmis peut-être cette passion. Tout ceci pour dire qu'il y a bien des secrets, bien des mystères et bien des mémoires qui ne sont pas encore entièrement élucidés. Comment on perd la mémoire d'un événement important? Comment se développe le secret de famille? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je me dis peut-être que le vrai problème, c'est pas comment on le perd, c'est comment on le retrouve. Et parce que c'est le processus qui consiste à aller rechercher quelque chose qui est soi-disant secret. Mais vous savez, le secret de famille, souvent, c'est un secret de polichinelle. Nous, on appelle ça comme ça en français, comme expression, un secret de polichinelle. C'est-à-dire, tout le monde dit que c'est un secret, mais tout le monde sait ce que c'est. Voilà, comme des non-dits finalement. Et je pense que c'est un processus psychanalytique de refoulement. Le refoulement peut-être dans l'archaïque. Et que après, c'est par la recherche sur soi, cette descente dont on parlait tout à l'heure, à l'intérieur de notre grotte, que l'on va retrouver ces mémoires-là. Et donc, peut-être que finalement, un secret de famille, c'est comme un cadeau que l'on a pour nous inciter à rechercher quelle est la filiation que nous avons, pour nous inciter à aller rechercher dans les chemins de l'inconscient collectif. Le recadrage, voilà, vous avez Je ne sais pas, mais je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, je n'ai pas d'analyse vraiment concrète, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, chaque cas est tellement différent. Après, il y a des théories, bien sûr. Mais moi, je me dis, le secret de famille, finalement, mais c'est en discutant avec vous là que je pense à ça, le secret de famille, c'est un cadeau pour nous obliger à aller réexplorer l'histoire familiale, l'inconscient collectif, et peut-être réparer des choses. Oui. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le rêve. Oui. Peut-être 2 mots sur votre travail
au sujet du rêve? Ben, le rêve est une autre vie. Clé de l'identité. Clé de l'identité. Voilà. Donc, le dénominateur commun, le point commun entre tout ça, c'est encore le thème de l'identité. Vous savez, on rêve quand même presque 2 heures par nuit, toutes les nuits, toute la vie. Donc, ça fait quand même beaucoup de matériaux. D'abord, on ne se souvient pas de tout. Certaines personnes, d'ailleurs, ne se souviennent pratiquement jamais de leurs rêves. Et ensuite, même quand on s'en souvient, c'est tellement mystérieux qu'on ne comprend pas le sens et le message. Donc je me suis dit, voilà, encore un voyage à faire, encore une terre inconnue à explorer, cette terre dans laquelle on voyage toutes les nuits pendant presque 2 heures. Alors j'ai mis au point une méthode qui consiste à déjà se souvenir de ses rêves, parce que ça fait partie de notre patrimoine, hein, et puis ensuite de les analyser. Pas forcément de les interpréter, mais de les analyser pour en tirer toute la richesse. Exactement comme on fait une critique de film, vous savez, quand on analyse un film, c'est pas uniquement pour dire quel est le sens de ce film. Ça, chacun donnera le sens qu'il veut à un film. Mais pour essayer de comprendre tout le processus créatif qu'il y a derrière un film. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant, la musique, la mise en scène, les comédiens, voilà, les images, le son, enfin bon. Et donc, ben, le rêve, c'est pareil. Dans le rêve, vous avez un scénario, vous avez une mise en scène, vous avez des artistes, des comédiens, des personnages, vous avez de la musique parfois, etc. Et donc, je me dis, analyser un rêve pour essayer de découvrir toute la richesse créative qu'il y a dans un rêve et nous dire que finalement, c'est nous qui l'avons créé, ce rêve. Donc, nous sommes des créateurs exceptionnels. Seulement, nous l'ignorons. Et comme je crois par hypothèse que toute souffrance est de la créativité bloquée, bien je pense que travailler sur ses rêves, c'est une manière de libérer sa créativité et donc de cheminer vers le processus d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on doit faire pour n'oublier pas les rêves? Alors, il y a une chose très simple à faire, qui est garantie presque à 100%. C'est une discipline à observer. C'est d'avoir un cahier de rêve. Cahier de rêve. Cahier de rêve. Ce cahier de rêve, alors, si vous avez des souvenirs de rêve, bien sûr, vous notez vos rêves. Mais si vous n'avez pas de souvenirs de rêve, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous notez la date, vous notez juste un mot ou deux sur la qualité de votre sommeil, oui, bien dormi, j'ai pas bien dormi, et vous ajoutez pas de souvenirs de rêve. Pas de souvenirs de rêve. Vous faites ça pendant 21 jours. 21 jours. Le 22e jour, vous avez les premiers rêves qui commencent à arriver. Pourquoi? Parce que l'inconscient entend l'information. Tiens, il s'intéresse à son inconscient. Et donc, c'est ce que j'appelle la pompe à rêve. La pompe à rêve. Et très sympa. À force d'interroger un peu son inconscient, sans jugement de valeur, sans émotion, pas de souvenir de rêve. Eh bien, à un moment donné, il y a un déclenchement qui se fait. Je l'observe 80 fois sur 100. Et ça, c'est une méthode simple que tout le monde peut explorer. C'est aussi d'avoir une certaine attitude positive vis-à-vis de ses rêves. Par exemple, si lorsque vous avez des rêves, vous vous dites ce rêve est absurde, ce rêve est idiot, l'inconscient va refermer le système. Et donc, plus de rêves. Ah, tu veux pas de mes rêves? Je t'en donne plus. Vous voyez? Tandis que si vous avez cette attitude, non pas de dire ce rêve est absurde, mais ce rêve, je ne le comprends pas, ce qui est tout à fait différent, eh bien, à ce moment-là, voilà, Freud disait il faut donner raison aux malades. Moi, je dis il faut donner raison aux rêves. Même si c'est mystérieux, comme voilà, vous allez voir un film un peu surréaliste ou un film de Tim Burton, c'est des films très, très oniriques. Hein. Peut-être qu'on ne va pas tout comprendre tout de suite, mais la magie est là. Le rêve, c'est pareil. C'est un matériau de l'être humain qui est exceptionnel, qui est créatif. Vous savez que Paul McCartney a écrit la chanson Yesterday à partir d'un rêve. Il a reçu la musique pendant la nuit, et puis beaucoup d'autres créateurs encore.
même le chanteur rock Moby est très attentif à ce qu'il reçoit comme musique dans ses rêves, hein, pour créer ses albums. Et donc, le fait d'être à l'écoute de son rêve, d'être attentif à ce que notre inconscient nous dit, sans juger de manière de rejet, mais juste de dire « ceci est mystérieux, je ne le comprends pas, mais je l'accepte », bien, c'est une porte qui s'ouvre vers ensuite un vrai travail sur les rêves, quoi. Remarquable. Ce que s'appelle channeling, c'est en fait une sorte de dialogue très direct avec notre inconscient. Bien sûr. Vous savez que le channeling, ça existait déjà au 19e siècle, on appelait ça l'inspiration romantique. Voilà, voilà, oui. Lamartine, il faisait du channeling, hein. Le film, vous avez fini un film. Oui. Je suis très curieux de savoir. Oui, je viens juste de terminer un film qui s'appelle Mélanie la Blanche, qui est l'histoire d'une rencontre avec soi-même. Voilà, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme complètement clôturée, enfermée dans son univers, qui a peur de la lumière. Et qui un jour, à la suite d'un événement un peu particulier, bascule. Elle perd ses repères et voilà, il se passe quelque chose d'énigmatique et elle se retrouve à courir en plein jour vers une grotte avec le désir de plonger dans la nuit. Et au même moment, au fond de cette grotte, parce qu'on a tourné ce film dans une grotte, à 70 mètres de profondeur, dans un endroit très hostile, hein, c'est un film très difficile à faire. Où exactement? Dans les Alpes-Maritimes. C'est la grotte de la Baume obscure. Wow. Et donc, au fond de cette grotte, Eurydice, donc Eurydice c'est avec la mythologie grecque, qui dort dans un cocon depuis des milliers d'années, elle essaye de sortir de la grotte, de sortir de la nuit. Donc on a Mélanie qui cherche la nuit, Eurydice qui cherche la lumière, toutes les deux interprétées par la même actrice, donc prouesse d'acteur. Et les deux femmes qui n'en font qu'une vont se retrouver quelque part et vont fusionner ensemble dans l'amour, en ne devenant qu'une seule et même personne. Voilà un peu l'histoire de ce film qui vient juste d'être terminé et que j'espère pourra montrer en Roumanie. Mais avant de montrer en Roumanie, dans le festival de Cannes? Oui, voilà, il sera présenté à ce qu'on appelle au festival de Cannes le Short Corner, hein, le coin des courts-métrages où les réalisateurs peuvent, les producteurs et les réalisateurs peuvent partager leur travail, montrer leur création. Vous êtes vous avez fait tout le travail sur ce film? Oui, j'ai écrit le scénario avec mon épouse, Kim. Wow. Puis ensuite, je l'ai réalisé et il a été produit par une petite société de production que nous avons créée chez nous. Voilà. Vous avez créé aussi des associations et voilà, par exemple, la devise décloisonner les savoirs et vulgariser sans vulgarité. Oui. En 2010, non? Oui, oui. En fait, décloisonner les savoirs, c'est très important pour nous. Hein. C'est vraiment l'idée. Et vous avez créé une entreprise sur cette... voilà, une entreprise de formation, donc pour organiser nos conférences, nos stages. Et décloisonner les savoirs, c'est encore cette idée de legatura entre différents domaines de la connaissance. Et le tarot est un bon moyen de mettre en lien... La transdisciplinarité, oui, voilà. Peut-être. Trans et métadisciplinarité aussi, oui. Oui, tout à fait, et nous croyons beaucoup à ça, parce qu'aujourd'hui, on est trop, je trouve, trop enfermé. Et donc, oui, 2012, recherche et formation multiréférentielle. Voilà. C'est ça, ça revient à peu près à la même idée, hein, c'est-à-dire que
dans les enseignements, moi je vois, quand je fais le travail sur le tarot, dans les enseignements, je parle autant de psychologie que d'histoire, de philosophie, d'économie, de sciences politiques. Tout est relié, il n'y a pas de mur entre tous ces domaines de connaissances. Vous êtes le guide. Voilà, vous êtes très créative. C'est ça le but de notre vie. Et puis c'est peut-être mon meilleur médicament. Contre Contre le néant de l'existence. Oui, le néant de l'existence est le néant des dernières 5 minutes de notre... Voilà, et nous avons, j'espère qu'on va faire un programme dédié à votre film, peut-être en novembre. J'espère cette possibilité. Mélanie Lablanche, les paradoxes. Quand on entend un paradoxe, c'est le signe de notre profondeur, disait Jung. Mais oui, mais c'est la condition humaine d'être paradoxal. Moi, je me dis toujours, on devrait enseigner le paradoxe aux enfants dès la première petite école. C'est développer un esprit de dialogue avec soi-même, un esprit d'accepter la contradiction, la dialectique, etc. Voilà. Et la possibilité que le mauvais devient le bon objet pour nous. C'est un miracle. Oui, oui, tout à fait. Le codage. C'est un miracle, et puis de faire attention que le bon ne devienne pas mauvais. D'être toujours attentif à accepter cette dualité en nous. D'accepter cette dualité, de ne pas essayer d'échapper de nous-mêmes. On cherche l'unité. Tout le monde cherche l'unité. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le bonheur, qu'on l'appelle peu importe. Mais on ne peut pas prétendre aller vers cette unité si on n'a pas accepté qu'au départ il y a une dualité. Et que la dualité, elle n'est pas dans le monde, elle est en nous. Nous sommes contradictoires. Et cette contradiction, c'est notre richesse, ce n'est pas notre misère. Ça veut dire que le développement personnel est équivalent à la richesse personnelle. Et je ne peux pas être guide ou thérapeute sans faire ce travail en avant peut-être et ensemble. Mais oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne parle plus de développement personnel, je parle de développement interpersonnel. Interpersonnel. Et oui, parce qu'on ne se développe pas tout seul. On se développe en relation avec autrui. Oui. Voilà. L'interconnectivité, de l'inscrire dans l'espace-temps de notre univers, des objets, de phénomènes. Oui. On nous reste 3 minutes. Et peut-être si je voudrais remercier aussi à Corina Prešan pour son travail. Communication. Voilà. Je vous remercie pour ce voyage. Et si vous voulez conclure notre interview avec des mots utiles pour chacun de nous. Étudions les symboles. Étudions les symboles parce que, en étudiant les symboles, j'étudie aussi les symboles de l'autre, des cultures différentes. Et donc, travailler avec le symbole, c'est un chemin qui permet de rencontrer l'autre. Et donc, c'est déjà, puisque mes symboles chrétiens ne sont pas les mêmes que des symboles juifs ou des symboles autres. Donc travailler le symbole, c'est aller à la rencontre de l'autre, de comprendre l'autre. Et puis, au-delà du symbole, il y a l'archétype. Et l'archétype, c'est ce qu'il y a de commun à l'humanité. Donc, réfléchissons sur les archétypes et plutôt que de nous arrêter sur les différences entre les êtres humains, eh bien, peut-être que c'est un chemin qui nous permet de nous retrouver dans la joie de l'unité de notre langage commun, qui est le tarot,
comme dans la musique, parce que regardez la musique finalement, c'est un langage universel. Vous pouvez faire de la musique classique, du rap, du rock, peu importe. Quand vous voyagez, vous allez rencontrer des civilisations totalement différentes. En quelques secondes, le rythme se met en place et vous chantez avec les gens. Eh bien, le monde du symbole, c'est un langage comme le monde de la musique qui nous conduit vers l'unité, vers l'harmonie, vers la communication. Et vraiment, on en a besoin en ce moment. Monsieur Georges Colley, je vous remercie pour votre chanson. Merci Mattei, merci beaucoup.